Là, bonsoir T, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une agréable semaine, un agréable mois, voilà, tout simplement. On va tranquillement ce soir pouvoir reprendre notre live manga mensuel sur les nouveautés du mois de mars pour cette fois-ci. Coucou YouTube, bien évidemment. Et on va attaquer tranquillement avec les nouveautés du mois de mars. Est-ce que déjà vous, de votre côté, comme d'habitude, vous avez eu des nouveautés du mois de mars qui vous ont intéressé, qui vous ont intrigué? Voilà. Moi, dès le début, dans les nouveautés du mois de mars, il y en a eu un qui m'a intrigué fortement, qui a fait du bruit, voilà, que j'ai quand même voulu traiter parce que je trouvais ça intéressant. C'est le Rai 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 aux éditions Kiyun, qui a vraiment cette volonté, je trouve, de partir sur d'être un remplaçant de Kaiju Number 8. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Et c'est le titre qui m'avait un petit peu le plus intéressé slash intrigué, voilà. Un autre que j'ai vu que sur le tard, mais que c'est grâce à vous sur Discord que j'ai pu le voir, c'est Fuji sur ton chemin, qu'on va parler aux éditions du Lézard Noir, qui a été une très grosse surprise pour ma part, j'en parlais juste après. Ensuite, j'ai pu découvrir le Club des Flâneurs aux éditions Vega Dupuis, voilà, je me suis laissé tenter et pour le moment, c'était très chouette. Et enfin, Agents of the Four Seasons aux éditions Akata. Est-ce que déjà, comme d'habitude, dans ces 4 titres, ça vous parle ou pas? Et je vais commencer par Rai 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 aux éditions Kiyun. Gros lancement, entre guillemets, pour Kiyun. Alors, 80% des chroniques partent en achat, donc bon. Ah, pardon, excusez-moi d'être monsieur le banquier, je n'ai rien fait, voilà, tout ce que j'ai à dire. Donc Rai Rai Rai, que je disais, aux éditions Kiyun, qui a été plutôt fortement communiqué de la part des éditions Kiyun, qui, je trouve, va vraiment attaquer fortement les plates-bandes d'un titre comme Kaiju Number 8, et comme dit Doc, je suis assez d'accord, on se rapproche très fortement de Kaiju. Ce n'est pas un Kaiju, hein, ce n'est clairement pas un Kaiju Number 8 sur pas mal de points, mais on s'en rapproche. Pourquoi je dis qu'on s'en rapproche? Déjà, partons du principe que on est dans un monde où il y a eu une invasion par des aliens, les aliens ont perdu, les humains ont gagné, mais il reste quand même quelques aliens qui traînent par-ci par-là, voilà, en gros. Et on va suivre une jeune fille qui s'appelle Sumire, qui est un personnage qui va être un gros ressort humoristique sur tout le long de l'histoire, hein, vraiment. Et cette fameuse Sumire fait partie d'une entreprise chargée de se débarrasser des spécimens d'aliens les plus inoffensifs. Alors que en comparaison, dans Kaiju Number 8, on a quelqu'un qui était Kafka Ibino, qui était chargé de découper les cadavres des kaiju, avec certains risques de danger. Voilà, donc déjà on a ça qui est quand même très proche, bref. Je vais arrêter, et après par la suite je vais arrêter de faire des comparatifs, mais c'est juste pour vous dire à quel point on est sur un titre qui se veut dans la même veine qu'un Kaiju Number 8. Exactement, Stream, ça tombe exactement à la fin de Kaiju Number 8, à même pas 3 semaines près en France, donc le timing, excusez-moi, il est fortement opportun, bref. Sauf que cette jeune fille, évidemment, il y a un problème. C'est qu'un jour, elle se fait enlever par des extraterrestres. Là, ça ressemble beaucoup à Dan Dadan. On a une planche d'ailleurs qui ressemble très fortement à Dan Dadan, que je n'ai pas, mais que j'ai fait exprès de pas la prendre. Bref. Cette jeune fille se fait enlever par extraterrestres. Il y a une sorte d'opération qui se met en place et elle se fait littéralement greffer un guerrier alien en elle. Son bras, du coup, littéralement son bras. Elle se réveille comme ça et elle se réveille dans son appartement. Évidemment, c'est la panique, c'est le chaos. Elle est avec son bras. C'est un premier tome qui est extrêmement chaotique, faut dire ce qui est. On a le début de Sumire quand elle est encore humaine, l'enlèvement, et après ça part en vrille, hein, ça part vraiment en vrille. Peut-être un peu trop chaotique d'ailleurs. Et aussi, surtout, le rapatriement par la brigade de scientifiques qui va essayer d'étudier Sumire, cette fameuse brigade est gérée par une espèce de psychopathe, faut dire ce qu'il est, qui dit « Oh, c'est bon, c'est pour la science, si tu meurs, c'est pas si grave. » Et Sumire, elle est à moi « Non, 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 ça va pas être possible. » Voilà, en gros, c'est ça. Oui, et en plus, c'est vrai que je l'avais pas dit dans Rai Rai Rai, c'est vrai que
quand on commence à croiser des bateaux pirates, ça fait très One Piece. Non, il n'y a pas de bateau pirate. On arrête la connerie. Mais en tout cas, il y a tout. Il y a pas mal de. En fait, tu sens que ça a été pioché par-ci par-là. Il y a vraiment des grosses références à des titres qui sont même vraiment mainstream en ce moment. Pour que ça fonctionne. Ça fonctionne, voilà, ça fonctionne. C'est un cocktail qui est plutôt explosif. C'est bourré d'humour, peut-être un peu lourdingue, peut-être par moment. Il y a juste le personnage de Sumire, pour l'instant, que je trouve assez insupportable, il faut dire ce qui est. Voilà, désolé de le dire comme ça. Je la trouve vraiment assez insupportable. Les comiques de situation, les quiproquos avec son propre démon quand elle se le fait greffer, c'est très chouette, par contre. Ça, tu rigoles. Moi, vraiment, tu te marres sur le titre, quoi, vraiment. Et dans l'ensemble, j'ai trouvé vraiment le titre sympathique. Voilà, il est sympa, le titre. C'est pas la folie, voilà, mais c'est un titre... Ah, désolé, hashtag Soumire, mais tu es insupportable. S'il y a de Soumire dans le chat, nous sommes désolés. Mais vraiment pour dire qu'elle est insup, quoi. Elle pleure tout le temps, donc... Mais c'est un peu... Il n'y a pas la notion de... En fait, c'est juste le chaos. Pendant... Vraiment, il y a... Je pense qu'il y a un chapitre entier, c'est juste chaotique, en fait. Où c'est juste elle qui pète un plomb, qui est en train de parler avec son démon, qui essaye de faire un deal en mode oui, vas-y, donne-moi ta force, et en échange, promets-moi de ne pas sauver de vie, etc. Le démon, il est en mode ok, pas de souci. Et puis elle le croit parce qu'elle est naïve en plus. Et le démon, il est en mode bah non, tu crois vraiment que je rends ton corps, enfin vraiment, et ça part en vrille, voilà. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. La série est en top à 6 tomes en cours au Japon. On verra ce que ça va donner. Je trouve, de mon point de vue, que on est quand même sur un niveau en dessous d'un kaiju, faut dire ce qui est. Mais moi, personnellement, le personnage de Kafka Ibino dans Kaiju No. 8 avait vraiment fait écho avec moi-même, parce que c'était un trentenaire, etc. C'était sa dernière chance d'intégrer les classes, etc. J'ai trouvé vraiment le lore beaucoup plus intéressant. Là, le lore, il est anecdotique. Hein. Vraiment, le personnage de Sumire en elle-même, il est anecdotique. Faut dire ce qui est. Ça aurait pu être à peu près n'importe qui se fait greffer un bras d'alien, et ça aurait marché. Voilà, c'est pour ça que je veux dire. Je trouve que le personnage a moins de consistance. Mais tout ce qui est gag, tout ce qui est action, etc., ça marche, voilà. Donc, avoir la suite, si le personnage prend en consistance, pourquoi pas. Si le personnage va rester comme ça, j'aurais plus de mal. C'est que mon point de vue. C'est que mon point de vue là-dessus. Donc voilà pour ce cher Rai Rai Rai, donc aux éditions Kiyun. À voir la suite, comme d'habitude. Je lirai jusqu'au top 2 ou 3 pour voir jusqu'où ça va quand même, dans quel chemin ça se dirige. Prochain titre, je vais vous parler de Fuji sur ton chemin, qui est pour ma part une sacrée surprise. Comme je disais dans l'intro, je remercie fortement le Discord et je vous remercie, vous, simplement, d'avoir parlé de ce titre, parce que je l'avais complètement zappé aux éditions du Lézard Noir. J'ai pas pu l'avoir dans mon magasin, donc j'ai dû l'emprunter une connaissance pour pouvoir le lire. Grosse surprise, à 2 doigts du coup de cœur, vraiment à 2 doigts du coup de cœur, on en est vraiment pas loin. Il manque un tout petit truc pour que ça soit coup de cœur. Mais voilà, je vais parler un petit peu du titre en lui-même. On est dans un titre qui est vraiment sociétal, on est vraiment dans le Japon de tous les jours, dans ce moment vraiment quotidien. On peut être en 2025, en 2026, c'est pas dérangeant, tu vois. On est vraiment dans un exemple où on va avoir on est dans une société japonaise, classique, vraiment entreprise japonaise, classico-classique. Tout le monde travaille, tout le monde fait des heures sup, tout le monde va boire un coup avec le patron parce que c'est comme ça, tu vois. Tout le monde ouais, tout le monde se bourre la tronche avec son supérieur, c'est comme ça. Sauf que il y a une minorité de ces personnes qui travaillent dans les entreprises, dont fait partie Fujisan, et là ça devient intéressant, qui est qu'un célibataire endurci, il vit seul depuis plusieurs années, il n'a pas du tout d'amourette. Il va sur ses 40 ans, il est plutôt réservé, il fait ce qu'on lui demande, mais pas plus, pas moins. Il fait pas d'heures sup, il sort pas avec les collègues. Et
tout le monde s'en fout de lui. Vraiment, tout le monde s'en fout de lui, de Fujisan. Sauf que, il y a un truc qui se passe. C'est que les gens qui s'intéressent tant soit peu à cet homme, à cette Fujisan, vont commencer un petit peu à discuter avec lui et vont se rendre compte qu'en fait, ce Fujisan, bah, ce mec-là, il est... Ok, il est... Premier abord, il est extrêmement froid. Il est inintéressant. Mais quand ils vont commencer à parler avec lui, ils vont d'une manière ou d'une autre changer, ils vont d'une manière ou d'une autre grandir dans leur fort intérieur. Et c'est un peu comme ça que va se profiler l'histoire. On va avoir différentes micro-histoires avec différentes personnes qui vont commencer à échanger tout simplement avec Fujisan, échanger avec lui. Et Fujisan, juste en étant lui-même, il va un petit peu réussir à modifier ses collègues. Quand je dis modifier, c'est très fort. Je pousse le trait, mais vous voyez l'idée. Sur, par exemple, un collègue qui se force à ne pas être vraiment lui-même, voilà, à être un faux semblant en permanence, ou cette collègue qui ne s'assume pas vraiment, qui est la plus belle femme de l'entreprise, qui a une réputation de fille facile, entre guillemets, qui va au Love Hotel, etc. Et ces personnes, d'une manière ou d'une autre, vont croiser le chemin de Fujisan et vont avoir un moment de vie avec Fujisan qui est juste oh bah tiens, il découvre les hobbies, il se rend compte Fujisan il adore les puzzles, voilà, c'est quelqu'un qui est extrêmement manuel, qui juste apprécie de passer son temps de débuter dans des nouveaux loisirs, la poterie, des puzzles, je disais, des émissions, du théâtre, de la musique. Il est jamais bon dans ce qu'il fait, mais il adore, il a vraiment... il apprécie le temps qui passe, en fait, et il apprécie le temps qu'il accorde à apprendre ses loisirs. Et du coup, rien que ça, il y a une personne qui va dire ah ouais, moi j'avais pas forcément de loisirs, je voyais pas l'intérêt des loisirs, j'avais pas le temps. Et en fait, il comprend avec Fujisan, il dit ah, mais en fait, on peut peut-être, même s'il vit seul, il apprécie son temps et il apprécie ce qu'il fait en fait. Juste, il kiffe sa vie. Alors que pourtant, sur le papier, il tire la gueule en permanence et qu'il a pas l'air d'être incroyable ce gars-là. Et ça va être vraiment quelques histoires comme ça qui vont avec différentes personnes, alors pas forcément des collègues, mais aussi des gens de son quotidien. Et à un moment, c'est carrément une masseuse avec qui il est client, en fait, qui parle pas, et qui vont se recroiser, et ils vont tous les deux aller rechercher un animal. Voilà. Ça peut paraître tout bête, mais toutes les personnes qui vont le croiser sur leur chemin, du coup, vont se retrouver tout petit peu changées, avoir leur perception des choses qui va changer. Et tout le monde va commencer à l'apprécier. Voilà. J'ai trouvé ce titre vraiment brillant pour ma part sur certains points. Je l'ai trouvé brillant parce que c'est vraiment une sorte de dissonance de la société japonaise qui est mise en avant en fait, où tout le monde c'est dans un même moule et lui il est contre-courant. Mais c'est ce contre-courant qui va faire en sorte que les personnes autour de lui, qui gravitent autour de lui, vont commencer à s'apprécier elles-mêmes. C'est pas la société en elle-même qui va les aider, c'est juste une personne à contre-courant. Et j'ai trouvé ça vraiment génial là-dessus. Mon seul petit point bémol, parce qu'il faut pinailler, hein, désolé, hein, c'est un titre qui est vraiment chouette dans l'ensemble, mais il faut peut-être pinailler. Je trouve que c'est un peu dommage qu'on n'ait pas de fil rouge pour l'instant. Fujisan est un personnage qui n'a pas de fil rouge. J'aurais beaucoup aimé un personnage qui se dégage avec un fil rouge, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Mais, comme la série est en cours au Japon avec 6 tomes, je me dis qu'à force, soit on va être sur du tranche de vie pur et dur, soit on va avoir quand même un fil rouge qui va commencer à se mettre en place avec tous ses collègues. Et on le voit un petit peu, ce fil rouge qui commence à se mettre en place avec ses collègues qui commencent à apprécier Fujisan et à vouloir essayer de sortir avec lui, à proposer des sorties ensemble, juste passer du temps ensemble en fait. Et c'est peut-être juste ça, le petit fil rouge, de créer un groupe d'amis entre guillemets, qui va se mettre en place. Peut-être, je ne sais pas. J'ai adoré ce titre. Je vous encourage fortement à le découvrir si vous avez l'occasion. Si jamais... je m'attarde pas forcément sur l'auteur parce qu'en France on ne l'a pas eu. Au Japon il a écrit un titre qui était sur le shogi. Donc c'est les échecs japonais. Grossièrement. Je force le trait mais voilà. Et par contre Fujisan, Fuji sur ton chemin, donc il a quand même été... il a été primé ce titre l'année dernière et il a reçu il est arrivé deuxième au prix du manga Taisho, qui est un très gros prix, je dirais dans le top 5 des prix au Japon.
Donc c'est quand même une très très belle récompense et le titre le mérite fortement. Je vous encourage fortement à le lire. Si vous avez l'occasion de le découvrir, c'est excellent. Donc à 2 doigts du coup de cœur, je pense que le top 2 sera un coup de cœur, hein, vous inquiétez pas. Hein, je suis surpris à le dévorer, hein, ce titre. Donc voici pour ce petit Fujisan. Fuji sur ton chemin aux éditions du Lézard Noir. Prochain titre, aux éditions Vega Dupuis. Là, on va partir au Club des Flâneurs. Alors, le Club des Flâneurs, série en cours au Japon en 5 tomes. On a déjà un anime qui a été annoncé, on n'a pas encore de date, donc là on va voir où est-ce que ça va nous mener, mais c'est très vite, c'est très vite, parce que je pense qu'il y a quand même un gros succès derrière au Japon, là-dessus, en tout cas pour l'éditeur. Si jamais c'est une autrice qui s'appelle Matsuda Mai, et cette autrice a fait un autre titre qui est paru en France chez nous, alors par contre c'est aux éditions Kotodama. Kotodama, je crois que je n'ai jamais traité de titres chez eux parce que c'est souvent des titres extrêmement niches. J'ai souvenir d'un titre qui était sorti chez eux sur les sushis, sur l'histoire des sushis par exemple. Il y a quelques titres. Si jamais le titre s'appelle Hikaru in the Light, peut-être ça vous parle, moi ça me parlait pas forcément. C'est une série qui est terminée en France en 4 tomes et qui parle des idols au Japon. Et donc un sujet qui est hyper intéressant. À voir comment c'est tourné, mais ça peut être un sujet qui est très intéressant, je trouve, si c'est vraiment un peu comme un girl crush où on voit l'envers du décor des idoles de K-pop, et ben là, ce serait des idoles de la J-pop. Je sais pas du tout, mais en tout cas, ce titre, je me le note dans un coin parce que moi, c'est le genre de titre qui m'intéresse très fort en général. Inconnu au bataillon, ouais, moi pareil, c'est Inconnu au bataillon, le chaos. J'ai un peu peur que cette maison d'édition disparaisse assez vite. Le rythme de sortie semble assez lent. Pour Kotodama Alors, à ce que j'ai compris, Kotodama, c'est un label qui appartient à une grosse maison d'édition. Un peu comme t'as des mangas qui sortent par exemple chez Paquet. Alors, ils sortent en France, ils sortent chez Paquet. Paquet, ça reste un gros label de bande dessinée spécialisé dans l'aviation. On a des mangas d'aviation qui sortent chez Paquet également, des mangas historiques. Ça fait un peu penser aussi à des labels comme Coda, tu vois, de Michel Lafon, pardon. Tu vois, c'est un peu des labels à part, à ce que j'ai compris, et je crois que Kotodama, c'est un peu le même délire. Si je dis pas de bêtises. Je me renseignerai plus ultérieurement. N'hésitez pas à me dire si vous avez des infos là-dessus. Donc pour revenir du coup au Club des Flâneurs, donc on est aux éditions Vega Dupuis. Le titre en lui-même est assez... Je vais pas dire classique, on a déjà eu ce genre de titre en tout cas. Mais je trouve que celui-là il tire un peu son épingle du jeu. Pourquoi ? On va suivre un jeune personne, un lycéen, qui s'appelle Shun Sato. C'est un ancien footballeur. Voilà, il était au lycée, il a fait pas mal, il a commencé sa carrière au lycée et il était promis surtout un très bel avenir en tant que footballeur. Sauf que il y a une grosse blessure qui l'a forcé à arrêter son rêve. Maintenant, il est un peu blasé en permanence, faut dire ce qu'il est. Il est vraiment vanné en permanence, le pauvre. Là, c'est compliqué son année dans l'école. Il arrive en tant que seconde dans l'école. Il commence. Ouais, il n'y a plus de ligaments. À mon avis, ligaments croisés, taillot, quoi. Il arrive au lycée, première année. Donc il sort du collège, quoi. Il est démotivé. Tous les clubs viennent le voir en mode oh, mais c'est l'ancienne star du football, tout le monde le connaît, tout le monde dit oh, il est grand, vas-y, viens au club de basket, viens au club de football, tous les gens des clubs de sport viennent le démarcher. Parce que c'est quelqu'un qui il est grand, il est athlétique, et à chaque fois il est en mode bah non, désolé, je me suis blessé, je peux pas, quoi. Je pourrais pas, ça sert à rien, passez votre tour, quoi. La première journée des clubs, elle est assez compliquée pour lui, jusqu'à ce qu'il y ait une jeune fille qui vient le voir, et puis elle le regarde, elle fait « Oh, t'es grand, toi ?» Elle fait « Mais du coup, ça t'intéresserait pas de rejoindre mon club ?» Et là, il commence le même discours que d'habitude, tu vois, en mode Bah non, je peux pas, je peux pas, je peux pas faire de club de sport. » Elle le regarde, fait « Ah non, mais moi je fais pas du sport, je suis juste un club de... On rentre après les cours. »
Comment ça, un club de on rentre après les cours? Là, il y a un prof qui se pointe, tu fais non, t'arrêtes tes bêtises, c'est pas un vrai club et tout ça. Et elle dit bon bah allez, à tout à l'heure. Et du coup, elle l'attend après l'école. Elle dit ah bah t'es venu, donc elle le force un petit peu entre guillemets à le suivre. C'est un personnage qui est hyper excentrique, hein. Naoki, c'est vraiment une senpai qui est vraiment excentrique. Et qui lui dit viens, on va faire un retour après l'école. Et en fait, son truc, c'est que son club, pour elle, c'est au retour après l'école, on va faire tous les lieux atypiques du quartier, tous les petits mystères du coin. Pas forcément enquêter, mais en tout cas trouver tous les lieux d'intérêt sur le chemin du retour de l'école, quitte à faire quelques détours, hein. Et comme elle le dit, les détours, c'est après sur les chemins du retour de l'école, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est le plus intéressant. Et on s'attend jamais, on sait pas ce qu'on a comme trouvaille. Donc c'est un peu dans cette vibe-là qu'on va commencer le titre, où c'est juste, ils se retrouvent après l'école, et ils vont se balader, ils vont errer dans les quartiers, et ils vont surtout dénicher des coins secrets, voilà. La vibe est chouette, j'ai trouvé. Le titre est intéressant sur pas mal de points. C'est vraiment un tranche de vie calme, posé. C'est pas du contemplatif, loin de là, hein, mais en tout cas, on va vraiment avoir un échange où, entre cet ado, Shun, qui lui est vraiment démotivé au possible, et cette jeune fille qui est pleine d'énergie, qui au contraire va le booster un petit peu, et va lui peut-être lui redonner un petit peu le goût à la vie, parce que bah, c'était un peu compliqué pour lui. Donc le duo marche plutôt bien, même si au début, pardon, il est très passif. Sean, il va commencer un petit peu à extérioriser ses sentiments et un petit peu bah, à se vider un peu de ce poids qu'il a sur lui au fur et à mesure. Il va reprendre le sourire, etc. Et elle est pas en mode vas-y, je vais te remonter le moral. Non, elle est juste comme ça en fait. Elle est juste en mode vas-y, c'est trop bien, on peut partager un truc ensemble. D'anecdote, elle dit tiens, c'est trop bien, on peut sur le retour de l'école, il faut qu'on aille chercher un truc à manger parce qu'on est lycéen maintenant. Au collège, t'as pas le droit d'aller chercher un truc dans un combiné avec un uniforme. Quand t'es lycéen, certains lycées le permettent. Et là, elle est en mode, vas-y, on se donne un budget, on a 150 yens, tous les deux, on prend sous les 250 yens et on va chercher un truc au combini et on le mange parce que c'est meilleur quand on va chercher un truc sur le retour de l'école. Tu vois, c'est ce genre de petit truc où c'est assez marrant et lui il est en mode bon, on va le faire. Et après il fait en vrai, c'est pas si mal, tu vois. Bon, ça, je trouvais ça assez mignon. Dans l'ensemble, il y a des passages plutôt chouettes. Après, à voir sur la durée. La série est en 5 tomes en cours au Japon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je sais pas du tout en termes de durée ce que ça va donner, si ça va un petit peu se répéter, voir si on va se lasser. Pour l'instant, les retours sont plutôt unanimes et je suis assez d'accord avec les retours. C'est un très bon début de série à voir dans le temps. Voilà, à voir comment l'intrigue va se mettre en place. Et ce qui nous emmène à la dernière nouveauté pour ma part pour le mois de mars. Et là, c'est un titre que j'attendais un petit peu. Est-ce que vous aviez une attente sur Agents of the Four Seasons? Quelle est la question? Parce que moi, de mon côté, j'avais un petit peu d'attente. Et vous allez peut-être me voir venir si je vous dis un nom qui va être le nom de l'autrice. Parce que c'est un light novel, initialement. Agents of the Four Seasons. D'ailleurs, pourquoi je dis ça? Parce que le light novel, il a une importance. T'en avais de l'attente, Stream? Ok. Jamais entendu parler pour toi, Doc. Alors, je vais en parler dès maintenant. On va crever l'abcès. Pourquoi j'avais de l'attente sur lui? Parce que... Je connais que dalle, ok. Agents of the Four Seasons, c'est la même autrice au light novel qui a fait Violet Evergarden. Et là, Violet Evergarden, normalement, ça vous parle un petit peu, je pense, en tout cas pour certains. Je pense que ça vous parle plus pour l'animé, parce qu'il y a eu un film qui a eu un énorme succès, hein, faut dire ce qui est. Ça vous parle pas, et Violet Evergarden? Ah, c'était quand même un gros succès en termes d'animé. Hein. En tout cas, dans la sphère film-animation, ça a été un gros succès. Donc, je dis pas que le manga est connu, attention, je dis le film d'animation est connu. Donc, c'est la même autrice du même light novel. Au Japon, je le dis tout de suite, le roman de Agents of the Four Seasons, c'est un énorme succès.
Vraiment, mais quand je dis énorme, c'est énorme, hein. Vraiment, ça fait partie des choses, des titres que, au Japon, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un succès comme ça pour un roman. Et du coup, Akata a réussi à avoir ce titre. Ils en sont très fiers d'ailleurs d'avoir réussi à avoir ce titre parce que ça devait pas être gagné. Il devait y avoir du monde, à mon avis, pour se battre un petit peu. Et du coup, c'est pour ça que moi, ça m'intéressait fortement quand j'ai vu le nom de l'autrice. La dessinatrice Komatsuda Napa, on ne la connaissait pas, c'est son premier titre, en tout cas en France, à ce que j'ai compris. J'ai pas trouvé d'infos sur elle pour être franc, hormis son Twitter. Si jamais le titre est sorti en 3 versions, on a la version de base avec juste le manga qui est sorti au prix à 8,05€, comme d'habitude chez Akata. On a une version juste avec le light novel à 17,90 et enfin on a une version collector qui regroupe les deux, le light novel et le light novel pardon et le manga à 24,95, qui est plutôt chouette, un bel écrin. Donc et en termes de prix, on est gagnant d'ailleurs du coup si on prend la version collector. Attends, je me fais attaquer. La nouvelle est sortie aussi, c'est intéressant à savoir. Ouais, tout est sorti en même temps. Ils sont tous sortis en même temps, Akata. Donc, concernant l'histoire et le light novel, je crois qu'il est aussi. Oui, le light novel est aussi aux éditions Akata, du coup. Concernant le titre en lui-même. Alors, Agent 74 Season, tout est un peu dans le titre. On va parler majoritairement des saisons. Eh, vous avez vu, je vous avais pas menti dans ce coup-là. On est dans un univers où il y a très longtemps, voilà, il y a des dieux qui ont choisi des espèces d'agents pour assurer le changement des saisons. Ça fait un peu penser aux dieux des saisons qu'on a dans certains titres, comme par exemple Flying Witch. Qui sont souvent un peu vus comme des petits dieux locaux. Voilà. Il y a un agent. Il y a 4 saisons. Incroyable. Ah bah voilà, ça me fait réagir. On est donc dans un univers où malheureusement depuis un certain moment, le printemps n'existe plus. Ça fait une dizaine d'années que le printemps n'existe plus. On ne sait pas trop pourquoi. Et la rotation se fait quand même avec les autres agents. Donc on va avoir hiver, été et automne uniquement. Les enfants n'ont jamais connu le printemps. Et on va suivre cette agente qui est revenue, voilà, qui semble plutôt affaiblie, comme si qu'elle avait été fortement blessée. On ne sait pas trop pourquoi, hein, attention. Cette agente du coup s'appelle Inagiku, elle va retourner avec son escorte que vous voyez sur la couverture. Elle va retourner un petit peu dans les provinces de l'ancien Japon, donc on est encore dans le Yamato, hein, pour vous dire, ça date un peu. Pour essayer de restaurer les 4 saisons, voilà, pour reprendre le cycle. Sauf que ça va être une histoire qui va être entrecoupée de pas mal de petits moments de vie où ça va être majoritairement des moments de vie avec des habitants qui n'ont pas forcément connu le printemps et qui vont un petit peu redécouvrir ça, ou alors qui ont oublié que le printemps existait avant. Ce qui est plutôt chouette, c'est que on se rend compte que déjà les habitants vont redécouvrir le printemps, donc on va avoir toutes les éclosions de fleurs, ça va être sublime, vraiment tout le monde est en mode waouh, le printemps réapparaît et c'est quand même la plus belle des saisons pour certains. Et en même temps, on va se rendre compte que si elle s'est retirée, il y avait peut-être une raison un petit peu plus que une maladie ou une santé fragile, si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être qu'il y en a certains qui n'ont plus d'intérêt à avoir de printemps. Peut-être que l'hiver dure plus longtemps, à juste titre. Peut-être, on ne sait pas. Donc vous allez avoir un mélange de fantastique avec comment dire, des histoires plutôt touchantes, moi je trouve, dans le quotidien des habitants, dans laquelle le printemps va intervenir, doublé de conspiration politique. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette de revoir un petit peu le prisme des saisons d'un autre œil, parce que c'est pas forcément ce qu'on a régulièrement, le prisme des saisons. Et on va surtout se rendre compte que les émissaires, les espèces d'agents en tout cas, ok, leur mission c'est de faire les saisons, mais il y a une autre mission qui a un poids qui est un peu plus lourd sur leurs épaules, voilà.
qui est un petit peu l'envers du décor. Donc, le titre est plutôt chouette. Il y a un fil rouge qui se dégage qui est très intéressant. Et je trouve que sur le long cours, ça va être un titre qui va être très intéressant à suivre. La série est en cours au Japon avec 6 tomes. Les romans sont un petit peu commencés aussi. Alors je ne sais plus pour les romans, je sais qu'il y en a déjà 2. Mais je crois que ça va aller un peu plus loin. On va voir, voilà. Donc à voir, mais en tout cas le titre moi m'a beaucoup intrigué. Je dis pas que c'est ma meilleure lecture, mais je trouve le titre très intéressant. J'attends de voir comment il va évoluer. Voilà. C'est pas ma meilleure lecture du mois, mais ça reste un titre qui vaut le détour. Voilà, qui vaut le détour. Donc voici pour mes envies du mois de mars pour ma part. Donc je vous ai parlé déjà de Rai 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 aux éditions Kiun. J'ai parlé de Fuji sur ton chemin aux éditions du Lézard Noir qui a 2 doigts d'être mon coup de cœur. Je vous ai parlé du Club des Flâneurs aux éditions Vega Dupuis. Et je vous ai parlé de Agents of the Four Seasons aux éditions Akata. Comme d'habitude, dites-moi s'il y a un titre qui vous intéresse dans le lot. Stream a déjà acheté Fuji sur ton chemin suite à ma chronique en avance, on va dire. Non, je plaisante, mais voilà. Mais n'hésitez pas à parler sur YouTube. N'hésitez pas à me dire quel titre vous intrigue ou vous intéresse. Donc je disais par mes lectures récentes, deuxième partie de l'émission, je vais y arriver. Je vais vous parler de 4 titres. Il y a un titre, ça fait longtemps que je voulais commencer à en parler. Il fallait que je lise les premiers tomes pour pouvoir en parler. C'est Le Tigre de Neige de Akiko Higashimola. C'est une autrice que j'affectionne particulièrement. Je vais en parler un petit peu plus après. Je reviens sur Ruri Dragon parce que j'avais parlé que du tome 1. Et du coup, je reviens sur Ruri Dragon parce que maintenant on est au tome 3. Et je trouve qu'il faut revenir dessus. Je trouve que la série n'a pas forcément le succès qu'elle mérite. Donc c'est pour ça que je me permets de relancer un petit peu. Je vais parler également de Mechanical Buddy Universe, le tome 1 et surtout du tome 0 parce que je l'avais pas forcément chroniqué parce que je trouvais que c'était peut-être inchronicable. Là maintenant on commence à avoir un tome 1, donc du coup techniquement ça aurait pu être une nouveauté, mais je me suis dit, autant le mettre en lecture récente parce que le tome 0 est un spin-off, voilà, ou un préquel, comme vous voulez. Donc j'inclus les deux dedans. Et enfin, je vais vous parler d'un one-shot qui s'appelle Golden Yukiko. Elle brillait d'un éclat infini aux éditions du Lézard Noir. Là-dedans, je sais que vous connaissez au moins Ruri Dragon et Mechanical Buddy Universe parce que ce sont des titres qui sont plutôt d'actualité. Connaissez-vous Le Tigre des Neiges et Golden Yukiko à tout hasard? Golden Yukiko, lui, il était sorti l'année dernière et Le Tigre des Neiges, c'est une série qui commence à dater un petit peu. Tigre des Neiges, gros coup de cœur pour toi, Stream. Ouais, c'est un peu à cause de toi que je l'ai lu. Parce que on en avait parlé il y a pas si longtemps. J'ai deux titres dans la liste et j'en connais un autre de nom. Ok. Bon, je pense, toi, t'as pas lu les 3 autres streams? Ok. Ah, c'est vrai que... Bon, on va en reparler, mais en vrai, faudrait que tu laisses sa chance à Ruri Dragon. Voilà. Te connaissant, faudrait que tu laisses sa chance à Ruri Dragon. Les autres, je comprends que tu veux pas forcément les passer dessus. Enfin, les découvrir. Bref. Je vais d'abord attaquer par Le Tigre des Neiges de Akiko Higashimola, qui est une autrice que j'affectionne particulièrement, comme je disais juste avant. C'est une autrice que vous connaissez sûrement pour plusieurs titres. Son plus connu restant Tokyo Tareba Girls, que je vous recommande chaudement si vous avez l'occasion. Elle a fait également des titres comme Princesse Jellyfish, elle a fait Fake Affair, et elle a fait un titre que je vous recommande également chaudement, qui est Trait pour trait, Dessine et tais-toi, qui est une série courte absolument géniale aux éditions Akata également. L'autrice, du coup, a fait dans Le Tigre des Neiges un titre qui est assez unique, je trouve. La série est terminée en 10 tomes en France, et elle a fini de paraître en 2022. Voilà, donc c'est une série qui a déjà 4 ans. Elle avait commencé en 2018, mais je trouve que c'est une série qui est absolument géniale. Pourquoi? Connaissez-vous... Alors, c'est un titre qui est historique, mais déjà, connaissez-vous de nom peut-être Kenshin Uesugi? C'est un des samouraïs, peut-être un des plus grands seigneurs de guerre, slash samouraï, qui aurait vécu au XVIe siècle, voilà.
qui est vraiment une légende au Japon, qui a un petit peu franchi les frontières japonaises, parce que même en Chine il est connu, même en Corée il est connu. Ce qui est très chouette, c'est que ce seigneur de guerre, samouraï et surtout stratège, il y a pas mal, enfin il y a une théorie qui court, parce que on n'a jamais trop su à quoi il ressemblait. Et il y a une théorie en particulier que va travailler l'autrice, qui fait que ce seigneur de guerre aurait été une femme. Et elle va pas juste balancer cette théorie dans le vide, entre guillemets. C'est pas juste en disant oh ça serait chouette que ça soit une femme et on verrait, on comprendrait un petit peu, on pourrait voir, ça serait intéressant de voir une femme au XVIe siècle, comment elle aurait pu se débrouiller. Un peu comme nous on a eu avec Jeanne d'Arc par exemple, tu vois. Euh, mais non, là elle va s'appuyer sur une théorie qui existe, où il y a pas mal de traces qui sont encore disponibles de nos jours, dans des temples par exemple, où il y a des tableaux où on dessine Kenshin Uesugi sur les traits très féminins. On se rend compte que Kenshin Uesugi était quelqu'un de plutôt petit. Pour l'époque, majoritairement les femmes étaient petites. On se rend compte que le Kenshin Uesugi est décrit comme quelqu'un qui avait un regard plutôt doux, voilà, qui avait des traits plutôt efféminés, qui était plutôt une belle personne à voir, etc., etc. Il y a des temples où il y a des statues de Kenshin Uesugi qui lui sont dédiées, et c'est encore une fois redessiné sur les traits d'une femme. Donc ça fait quand même pas mal de choses, où il y a quand même pas mal d'éléments qui peuvent prétendre à une théorie comme quoi ce seigneur de guerre aurait été une femme. Donc on commence l'histoire avec la naissance de donc Kenshin Uesugi. Je dirais pas forcément son nom parce que du coup, enfin il a plein de noms. Euh, On va suivre majoritairement son enfance au début, avec son père qui... on lui avait prédit que son enfant, ça serait un grand guerrier, un grand seigneur de guerre. Et c'est une espèce de vision, voilà, c'est une espèce de vision qu'a eu une personne. Sauf que ce dernier qui naît est une fille, et là il est en mode ah non c'est pas possible, et j'ai eu une vision, c'est pas possible, on m'a menti, enfin vraiment c'est sa femme, voilà, c'est sa femme qui a eu cette vision, vraiment comme si que le dieu de la guerre lui avait parlé, le dieu de la guerre lui avait dit ton enfant sera un grand guerrier, voilà. Et cet enfant naît en étant fille, donc forcément le seigneur pète un plomb, le seigneur n'est pas d'accord, et en fait le seigneur revient en se disant bah attends c'est quand même le dieu de la guerre qui lui a dit ça, c'est pas n'importe qui. Et ma femme ne menterait pas en fait. Donc, il décide d'enseigner à cette jeune fille, à ce bébé, enfin il va lui enseigner tous les arts de la guerre et va la former comme un garçon. Et c'est là d'où part l'histoire. Pourquoi il est motivé à faire ça? Parce que, bah, sans rentrer dans les détails, il y a un fils aîné qui est là, le fils aîné est plutôt versé dans les arts, est plutôt malade, et pas une constitution plutôt fragile. Concrètement, c'est pas un bon à rien, mais pas loin. Donc, son père sait très bien qu'il n'aura jamais les épaules pour devenir seigneur de guerre. Donc, c'est pas la peine. Et il va concentrer tous ses efforts sur sur sa petite fille qui vient de naître. Le temps passe, elle est emmenée dans des manoirs bouddhistes, etc. Donc, ça va vraiment reprendre l'histoire de Kenshin Uesugi, mais avec comme si c'était une femme, ok? Ce qui est très intéressant et que j'ai beaucoup apprécié, et encore une fois, c'est vraiment Higashimura, c'est vraiment comme ça que je l'apprécie, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous bouffer l'histoire, en fait, tout l'historique. C'est que elle fait carrément des compartimentations dans son histoire, ou avec une trame en bas, ou ceux qui n'aiment pas lire et qui n'aiment pas l'histoire et qui s'en foutent un peu, qui veulent juste lire l'histoire principale, et une trame au-dessus qui est très explicative, qui est très renseignée, avec toute la théorie, etc., que vous pouvez lire. En fait, elle dit, si vous aimez l'histoire, lisez la partie du haut, si vous aimez pas l'histoire, lisez la partie du bas. Et en fait, la partie du bas, elle est en mode, bon, ça va vous? Oui, bon, moi, la dernière fois, j'ai mangé du poisson et tout ça. Elle raconte littéralement sa vie, ça m'a fait beaucoup rire. Et sur la partie du haut, elle est vraiment en train de relater les faits, etc. Je trouve ça vraiment très très chouette de comment elle a fait ça. Encore une fois, sous le trait de cette autrice que j'aime beaucoup. Et qui, je pense, mérite un petit peu plus de lumière. C'est un titre qui est assez connu dans les médiathèques, je trouve. On le voit assez régulièrement dans les grandes médiathèques. Mais en dehors de ça, les gens le boudent un petit peu. Donc c'était juste pour le remettre un petit peu en lumière, parce que je trouve ça dommage de ne pas pouvoir s'attarder dessus. Moi j'ai lu que aux 3 premiers tomes là.
C'est une série que je veux avoir dans ma mangatech depuis des années et que je vais récupérer par-ci par-là des tomes à l'occasion. Voilà. Donc c'était juste pour la mettre en lumière. Je trouve que ça vaut vraiment le coup de faire un détour, encore une fois, aux éditions du Lézard Noir. Parce on va y retourner au Lézard Noir. Voilà, on parlait 3 fois ce soir du Lézard Noir. Donc voici pour le Tigre des Neiges de Akiko Higashimura aux éditions du Lézard Noir, terminé en 10 tomes pour rappel. Et ce sont des grands formats, hein, on est sur du grand format. Donc le tome est à... Je crois on est pas si cher, en plus on est à 13 euros. On n'est pas si cher pour du grand format. Bon, c'est les grands formats classiques du Lézard Noir, vous connaissez maintenant. Prochain titre. Il était dans mon top l'année dernière. Voilà, je le dis. Ruri Dragon, ça fait partie de ces titres qui m'ont marqué l'année dernière, qui, de mon point de vue, ont vraiment la possibilité d'aller taper un titre comme que j'ai... Alors, ça fait partie des titres que je vais adorer, voilà, et que je vais conserver avec plaisir. Ruri Dragon, c'est un enjeu. En vrai, c'était un enjeu des éditions Glénat qui n'a pas autant marché qu'il l'aurait voulu, et je suis un peu déçu de ça. Si vous avez aimé Freaky Girls, aux éditions Pika à l'époque, je ne peux que vous recommander Ruri Dragon. C'est un petit peu dans la même lignée, mais plus à jour, je trouve, plus actuel. Et ça va parler de quoi surtout Ruri Dragon? Parce que putain, je vous en parle comme si vous connaissiez. Peut-être certains ne connaissent pas. Ruri, c'est une lycéenne, voilà, qui vit avec sa mère. Sa mère, elle est là, sa mère est célibataire, entre guillemets, sa mère est seule. Elle vit juste avec elle. Ruri, elle a une vie plutôt normale. C'est une lycéenne qui fait pas d'histoire, qui fait pas trop de bruit, qui... Voilà. La seule différence, c'est que Ruri, déjà, elle est toujours un petit peu mise à part parce qu'elle a des yeux, elle a des pupilles particulières. Bon. En dehors de ça, tout va bien, vous me direz. Bon, certains diraient qu'elle rigolerait en disant qu'elle a porté des lentilles. Donc un jour, elle se réveille et il y a des cornes qui ont poussé. Et là, sa mère, et c'est un personnage que j'apprécie énormément dans la série, sa mère, va tout simplement lui dire bon, ma fille, il faut que je te parle. Parce que maintenant, on peut plus cacher. Ton père est un dragon. Et Ruri est en mode hein, comment ça, mon père est un dragon? Tu te fous de moi, c'est pas possible. Non, non, ton père est un dragon. Et mon père, il est où? Bah bon, ton père, il est... On peut échanger avec lui, c'est chiant, faut aller dans les montagnes et tout. Mais j'ai eu une histoire d'amour avec ton père. On sait pas comment ça s'est passé, on veut pas savoir. Mais... Bah en fait, du coup, sa mère, elle va vraiment lui calmer le jeu en mode mais t'inquiète pas, on a tout fait en sorte que ton quotidien soit normal, que ta vie soit le plus normal possible. Bien sûr que tu auras des particularités, mais ta vie sera normale. Et Rory, bah du coup, elle va à l'école, elle continue à l'école. Tout le monde voit qu'elle a des cornes, etc. Sauf que bah, c'est pas les seuls attributs qui vont commencer à arriver. Vous vous doutez bien qu'un dragon, ça fait pas qu'avoir des cornes, quoi. Donc, bah, Ruri, elle va commencer à développer un petit peu ces choses, mais dans un cadre où plutôt faut faire attention, quoi. Un jour, elle va éternuer, elle va cracher du feu, et elle va cramer les cheveux de son collègue qui est devant lui, quoi, devant elle, quoi. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc c'est plutôt chouette. J'aime beaucoup la manière dont l'histoire elle est vraiment contée, où Ruri va... Sa mère, lui, elle va vraiment être un personnage très intéressant, mais même son entourage va avoir peur d'elle, puis elle va devenir un peu bête de foire, hein, faut s'en douter un peu. Et au fur et à mesure, en fait, elle va réussir peut-être à banaliser un peu ses attributs. Les couvertures spoilent un petit peu les attributs. Le tome 1, vous voyez les cornes. Le tome 2, vous voyez Ruri qui crache du feu. Le tome 3, vous voyez Ruri avec des ondes électriques dont on se doute qu'elle va maîtriser l'électricité. Et oui, elle va maîtriser l'électricité. Ce qui est plutôt chouette dans l'ensemble, c'est que ça va être des moments de vie où typiquement elle met son pull, voilà, les cornes elles traversent, ou elle va cracher du feu mais elle peut pas le faire quand elle veut. Du coup quand elle crache du feu c'est une humaine donc elle se brûle, mais elle a quand même la capacité de régénération des dragons, donc elle va vite récupérer. Quand il y a de l'orage, elle va se charger d'électricité statique, donc au bout d'un moment elle va devoir se décharger en fait. Donc tout ça c'est une sorte d'apprentissage
que sa mère va l'aider. Et aussi l'école, parce que l'école, dès le début, elle était au courant. En fait, sa mère, elle a été totalement ouverte, elle n'est pas en mode j'ai caché ça à tout le monde. L'école est au courant. L'école a conscience que Ruri est une fille de dragon et que bah il va falloir faire avec. Donc tout le monde essaye vraiment qu'elle ait une scolarité la plus normale possible. Et je trouve ça vraiment cool de la manière dont ça a abordé. Ça va être des anecdotes du quotidien, mais aussi ça va juste être des moments qu'elle passe avec ses amis, des moments qu'elle passe avec sa mère. Pas plus, quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment bienveillant. Dans l'ensemble, c'est un excellent titre pour moi. C'était dans mon top 5 2025, à juste titre pour moi, pour ma part. Et je l'ai trouvé vraiment très très chouette, donc je vous encourage à découvrir ou à redécouvrir, parce que je l'ai peut-être conseillé à l'époque, et voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à lire Ruri Dragon. Le prochain tome paraît en juin, voilà. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même très très cool. 6 tomes au Japon, 5 tomes en cours, pardon, au Japon, 3 tomes en France. C'est un rythme qui est plutôt lent, donc on aura le temps de voir la suite arriver. Je bois un coup et je continue sur le prochain titre, qui va être Mechanical Buddy Universe, aux éditions Kiun. Malheureusement, oui, tu nous as déjà forcé à l'acheter, mais c'est très bien. Moi, je force personne, hein. On va dire que j'en ai fait un petit peu. Mais j'en avais juste parlé avec le tome 1. J'avais adoré le tome 1, c'était un coup de cœur. La suite est dans la même lignée. Voilà. Pas plus, pas moins. Hein. Je n'ai rien dit d'autre. Hein. Alors, concernant, du coup, je vais vous parler maintenant un petit peu de Mechanical Buddy Universe. Un peu particulier comme titre. Pourquoi? Déjà, Mechanical Buddy Universe, qui est plutôt atypique, c'est que Kiyun a fait un lancement par le tome 0. Et le tome 0, bah, c'était plus une anthologie qu'autre chose. Pardon, pas une anthologie, pardon. Un condensé d'histoires courtes. Un peu limite des sketchs. Voilà, des micros-histoires. À ce que j'ai compris, c'était un petit peu des micros-histoires qui étaient sur les réseaux, qui ont été postées par l'auteur, et suite à l'engouement, il a commencé à colmater un univers, et c'est devenu Mechanical Buddy Universe derrière. Je dis que c'est assez atypique de lancer le tome 0 parce que ça a pu dérouter pas mal de gens de lancer un préquel en premier. J'ai trouvé ça assez atypique, mais ça nous a permis de comprendre un petit peu les liens qu'ont les personnages dans l'univers. Concernant l'univers, nous sommes sur un post-apo pur et dur, dans un univers où il y a des machines, des grosses machines, des fusils, des armes, etc. Merci beaucoup à ce Boupontoris. Oh là, qu'étale tout sur ta tartine, moi bien et tout. Oui, j'ai bien sûr rajouté qu'étale tout sur ta tartine, c'est important. Vous le savez. Bonsoir à Soubou. Comment tu vas? Et donc, je reviens à Mechanical Buddy Universe. Le tome 0, comme je disais, c'était un condensé d'histoire courte qui nous permet de poser les bases de l'univers, de cet univers post-apo. Et le tome 1 va commencer à mettre en place des histoires un petit peu plus conséquentes, mais dans la même lignée que le tome 0. Voilà, dans la même lignée que on a des duos de personnages qui vont fonctionner ensemble, on va avoir des histoires autour de ces personnages, et de temps en temps, ils vont se croiser. Voilà, c'est un peu ça le délire. Des machines, des robots, des armes, du feu, des flammes. Tout ce qu'on veut. Bon, un barbecue, ça sera incroyable. Le tome 1 reste sur la même veine que le tome 0 en présentant les persos. Merci, du coup ça confirme ce que j'ai dit. Par contre j'ai bien aimé le tome 1 comme je connaissais déjà un peu les personnages de l'univers, ce qui est très étrange parce que le tome 0 j'avais pas trop aimé car j'ai l'impression de suivre des personnages que je ne connaissais pas. J'ai exactement le même feeling que toi Doc. Parce que le tome 0 il est assez abrupt. On nous balance des personnages, des petites scénettes avec des personnages qu'on connaît pas. Mais je trouve que ces scénettes nous ont permis de comprendre les liens pour appréhender plus facilement le tome 1. Je trouve. C'est mon point de vue. Grâce à ça, j'ai commencé à comprendre plus facilement directement les liens. Bref. En parlant des liens, il y a un lien qui est le plus intéressant, c'est celui que vous allez voir avec les personnages de la couverture du tome 1, et vous pouvez voir aussi sur l'image que j'ai mis derrière. C'est le lien entre un enfant qui a été abandonné à la naissance
du coup, et qui a été récupéré par un androïde. C'est un lien plutôt particulier parce que les androïdes, forcément, en général, les robots restent entre robots et les humains restent entre humains. On se rend compte que les humains, c'est pas si fréquent que ça. Il y a quand même pas mal de robots, hein, enfin, dans ce monde qui est vraiment dévasté. Et on va avoir un lien qui va être mère-fils, qui va commencer à se mettre en place. Le robot va prendre la position de la mère et lui, le fils, va être adopté et éduqué par ce robot qui, il sait pas d'où ça sort, mais il a une pointe d'humanité qui naît en lui. Il est en mode, je prenne soin de cet enfant, c'est un peu, je vais pas le laisser mourir, et du coup, il prend la posture de mère. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que et c'est totalement assumé dans l'histoire. De base, le android, il a pas de visage. C'est un android qui, c'est juste un robot en fait. Et pour éviter de faire peur à l'enfant, bah du coup, il va demander à quelqu'un de rajouter des prothèses de visage pour avoir une personnalité en fait, pour que l'enfant puisse se rattacher. Donc, le robot et l'enfant sont au courant que bah, le visage de sa mère n'est pas vraiment son visage, mais en tout cas, ça permet d'un petit peu d'avoir des traits plus humains, tout simplement. Mais en dehors de ça, bah, ça reste full Android. Je trouve ça vraiment intéressant, du coup, que on en parle. Tu vois, c'est pas juste un robot qui a en mode je mets un robot humanoïde, ça va. Non, non, il y a vraiment un raisonnement derrière ça. Je pense pas que j'aurais autant aimé sans le tome 0. Bah, moi aussi, Doc, du coup, je te confirme. Hein. Je te confirme, j'aurais pas autant aimé. Et du coup, ce duo va évoluer en tant que mercenaire, majoritairement, dans cet univers post-apo, où il y a un petit peu des histoires qui se profilent, comme on disait avec Doc, sur le tome 0. C'est des histoires avec souvent des duos de personnages, et en fait, ils vont se lier entre eux, ils vont se rencontrer et avoir des liens les uns avec les autres. C'est un univers que j'aime beaucoup. Moi, je suis très fan de post-apo, de toute façon, en général, et vous le savez bien. Là, d'autant plus que il y a plein de questions qui restent en suspens. On n'a pas les réponses, mais on sent que ça évolue vers une trame. Voilà. Il y a des moments de vie assez mignons, il y a des moments de vie assez drôles aussi. Il y a des personnages comme la personnage qui est sur le tome 3, qui est une vétérane de guerre, on sent qu'elle a beaucoup de douleurs, elle a des traumas d'après-guerre, etc. Elle est encore là. On sait pas pourquoi elle est là, mais on sait qu'elle va être intéressante par la suite, tu vois. Je trouve que dans l'ensemble, c'est un titre qui est très intelligent et qui laisse beaucoup de pistes à explorer, dont une majoritairement avec par exemple ce personnage là aussi qu'on sent qui est foncièrement mauvais, mais qu'on sait pas pourquoi elle est là. Voilà. Il y a plein de, bah, il y a plein de choses à explorer. Je trouve ça très chouette. Je sais pas quoi en dire de plus en vrai. Très très intrigué de voir la suite. À ce bout s'appelle de la censure. Si Wisebot il passe par là, c'est qu'il y a une raison. Il y a 6 tomes en cours au Japon pour la série. C'est un éditeur qui est chez Square. Alors du coup, ça se ressent chez Square Enix en termes d'édito. On a vraiment une édito très... je trouve très... si vous aimez FF, en vrai, Final Fantasy, si vous aimez des jeux vidéo comme Nier, vous allez vous y retrouver, je pense, en termes d'univers. Je trouve, voilà. Mais ça reste très chouette dans l'ensemble. J'ai beaucoup aimé, à voir comment ça va tourner par la suite, mais ça reste quand même un titre qui a remporté mon envie de lire la suite. Et je vais conclure par le dernier titre de la soirée, qui est Golden Yukiko, aux éditions du Lézard Noir. C'est un one-shot qui est sorti durant l'été dernier, en 2025, que j'avais acheté et que je n'avais jamais lu. Du coup, je me suis dit, tiens, bah, c'est le moment, on va pouvoir s'y mettre. Il était dans ma pile à lire. Autant le lire maintenant et vous le présenter en même temps. Golden Yukiko, ça va être un titre qui va être très dur pour moi de vous le chronifier. Pourquoi? C'est un titre que je trouve, ça fait partie des titres un peu d'avant-garde au Japon. C'est des titres un petit peu qui tendent vers le... Comme nous, on pourrait avoir en France avec le roman graphique. On tend vers des
des essais, tu vois. Je sais pas comment expliquer ça. Ça reste un titre qui est intéressant. Golden Yukiko, c'est un titre dans lequel on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Namiki. Namiki, il est en crush sur une fille qui s'appelle Golden Yukiko, tout simplement. Voilà, c'est pas compliqué évidemment. Son prénom, son nom de famille, c'est Golden. Alors, c'est assez atypique, je l'entends. Mais il il a vraiment un gros crush sur elle. Pas de souci à sous. Et depuis des années, il a une espèce de... Il sait pas pourquoi, il a une espèce de voix qui lui dit qu'il va rencontrer cette Golden Yukiko et un jour il va la croiser. Et il y a une fille qui s'appelle Golden Yukiko. Et là, il est vraiment amoureux. Il tombe amoureux directement. Sauf que il sait pas si cette fille, elle est réelle ou non. C'est juste ça en fait. C'est majoritairement ça l'histoire. Il va échanger avec une fille. Dès qu'il l'appelle, elle vient. Mais genre, dans sa tête, il dit Golden Yukiko, je veux te voir, et il la voit. Donc il se dit que elle est pas réelle cette fille en fait. Et pendant toute l'histoire, ça va être un petit peu entremêlé bien sûr d'autres passages, de tranches de vie, etc. Ça va vraiment être un moment où des fois il y a des moments où il sait pas si c'est réel ou pas. Voilà. Il y a des moments où pareil il va échanger avec d'autres personnes, mais tu sens qu'il est un petit peu blasé de la vie quand même ce Namiki. Hein. Donc tous les échanges qu'il va avoir avec les autres personnes sont plutôt insipides. Mais ouais, vraiment insipides. Son quotidien, il est plutôt morne. Voilà. Mais il y a que quand il pense à elle qu'il revit, tu vois. Il n'y a pas d'autres moments où il va revivre. Et ça va être un petit peu la quête de vérité, de savoir est-ce que cette Golden Yukiko, elle existe ou pas. Voilà. Ça va être un peu ça l'histoire. Entremêlé de moments plutôt surréalistes, hein, faut dire ce qui est. Il y a des gags qui sont vraiment assez surréalistes, où, je vous le dis tout de suite, il va commencer à faire du dessin, il fait, vous savez, les livres d'animation, entre guillemets, vous prenez un dessin et vous tournez un flipbook comme ça, et ça fait des petites animations, où tu t'amuses à prendre un personnage et puis il fait ça. Lui, il a dessiné un caca animé. Voilà. Et dans sa tête, il dit Golden Yukiko, si elle voit ce caca animé, c'est qu'elle va tomber amoureuse de moi. Cherchez pas. Là-dessus, il y a le Japon qui rentre en scène. C'est pour ça que je dis que c'est un titre d'avant-garde pour moi. C'est un titre qui est un peu particulier, un peu atypique à pas mettre entre toutes les mains. Moi, je l'ai trouvé très déroutant par moments. Je vais crever l'abcès, c'est pas ma meilleure lecture, ok. Je voulais vous le présenter parce que ce titre est unique. On peut dire ce qui est. Il y a de l'humour complètement what the fuck par moment. C'est très japonais, voilà. C'est très japonais sur l'humour. Il y a des moments passé la moitié du manga où vraiment j'étais en mode ça devient plus qu'intéressant. Là, le moment où il commence à vraiment avoir cette notion de perdre la frontière entre la réalité et ses rêves, entre songe et réalité, pardon, qui est très chouette, voilà. Mais c'est un titre qui est hyper inégal, voilà. Ouais, vraiment, mais il y a plusieurs moments en stream où j'étais en mode, ouais, qu'est-ce que je viens de lire, qu'est-ce qui vient de se passer là, waouh. Donc vraiment, c'est un titre qui est très inégal dans son écriture, mais qui le fait d'une manière assez brouillonne par moments, mais qui est très brut. Voilà, c'est un titre qui est très brut, très inégal, mais unique. Unique est le mot. Unique est vraiment le mot. C'est pour ça que ça fait partie de ces titres où on sait pas trop quoi en penser. Je trouve que c'est un peu dans le... Certains qui connaissent les films d'animation, comme... Attendez. Si je dis pas de bêtises, c'est... Voilà, comme des films d'animation de Satoshi Kon, pour certains, genre Paprika ou des choses comme ça, voilà, où tu pioches un petit peu plus dans ce style-là. Ouais, vous allez peut-être trouver votre compte. Je pense que vous allez trouver votre compte. Quelqu'un qui n'est pas habitué à ce genre de titre, moi j'en ai lu quelques-uns, et c'est toujours un peu des titres, un peu désopilants. Moi, pour ma part, j'étais un peu en mode... Quelle était cette expérience de lecture, tu vois?
Donc c'est pour ça que je sais que moi j'ai pas trouvé mon compte, mais pour certains, ce titre va être une révélation, et j'en suis certain. J'en suis vraiment certain en disant ça. Donc voici pour ma part, pour mes lectures récentes. Je vous ai parlé du Tigre des Neiges de Akiko Higashimola aux éditions du Lézard Noir, terminé en 10 tomes. Je vous ai parlé de Ruri Dragon aux éditions Glénat, en cours en 3 tomes. Je vous ai parlé de Mechanical Bloody Universe aux éditions Kiun. Donc il y a le tome 0 qui est sorti, que je vous conseille de commencer par le tome 0 parce que il a beau être un préquel, il a beau être des histoires courtes, il va vous aider à mieux comprendre le tome 1. Et enfin, je vous ai parlé de Golden Yukiko, elle brillait d'un éclat infini aux éditions du Lézard Noir, qui est également, enfin, qui est un one-shot, voilà. À 18€ quand même, je le tiens à préciser, c'est parce que c'est un beau bébé. C'est un beau pavé quand même, hein, faut dire ce qu'il y a. Donc voici pour ma part, et c'est ce qui va nous emmener vers la fin de cette émission, qui va nous permettre de conclure ce live manga. Merci à vous YouTube d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à dire comme d'habitude en commentaire les titres que vous avez appréciés, les titres qui vous intéressent tout simplement. On échange ensemble là-dessus, et puis voilà. Des bisous YouTube.